Bienvenue à tous en ligne. Merci pour votre présence. Vous êtes plus de 120 en ligne et voilà, une bonne quinzaine, vingtaine ici dans la salle. Donc, on va démarrer cette présentation au niveau des contrats doctoraux spécifiques pour Normalien. Donc, Philippe, tu démarres, hein, c'est ce qu'on avait prévu un petit peu. Voilà, on va alterner un petit peu les discours. Ok, bonsoir. Alors, une première diapo pour vous préciser quels sont vos interlocutrices, interlocuteurs privilégiés. Donc, Olivier et moi, les vice-présidents formation et recherche respectivement. Les départements enseignement-recherche, voilà, n'attendraient pas la dernière minute pour leur faire part euh, du statut dans lequel vous êtes dans le cadre de l'élaboration de votre projet de thèse. Et puis, il y a deux services qui viendront en soutien, les ressources humaines et la DESVEC, que vous connaissez déjà peu ou prou. Donc, de quoi va-t-on parler? On va essayer de terminer à 19h30. Voilà le plan, le contexte, c'est quoi les CDSN, c'est quoi un sujet de thèse. Ensuite, les modalités pratiques de dépôt du dossier. Là encore, vous aurez de l'aide auprès des DER, mais aussi vous pouvez venir le chercher chez nous à la présidence. Comment apprécie-t-on les dossiers? Comment les sélectionne-t-on? Et quel est le calendrier, grosso modo? Ces dernières années, on a fait un effort et de sorte à ce que vous ayez des réponses tôt, grosso modo mi-mai, ce qui est grosso modo 2 mois avant les autres concours. Et puis ensuite des annexes, des informations diverses. Donc, on rappelle sur cette diapositive. Euh, ouais, non, c'est pas grave. Je voulais enlever le haut le cadre, mais j'y arrive pas. Les missions de l'école, donc on est une école prédoctorale, on forme à destination de la recherche scientifique fondamentale, l'enseignement supérieur, aussi dans les classes prépa, l'enseignement secondaire, mais aussi dans les services et administrations. Donc ça, c'est quelque chose qui intéresse de plus en plus de gens, dans les collectivités territoriales également, et leurs établissements publics, et puis également les entreprises. La spécificité de l'école, c'est qu'elle exerce ses missions principalement dans les disciplines technologiques, scientifiques, sciences de la nature, diverses façons de le dire, gestion et sciences humaines et sociales. Ça prend un peu de temps. Alors, c'est quoi les CDSN? C'est pas spécifique à l'ENS, c'est pas spécifique aux ENS, c'est 500 contrats doctoraux qui sont distribués à l'école polytechnique et aux 4 ENS. À l'ENS Paris-Saclay, on en a 122. Ce qui représente à peu près 50% annuellement des thèses faites à l'ENS. Donc ces thèses, c'est pour faire ces CDSN, c'est pour faire des thèses dans les disciplines enseignées à l'ENS au sens très large. C'est-à-dire qu'en physique, par exemple, toutes les sous-domaines de la physique ne sont pas représentés à l'école, mais sont évidemment éligibles à un CDSN. Et il faut que la formation de base soit faite évidemment à l'école. Des projets de recherche qui peuvent être interdisciplinaires ou sur des thématiques pionnières, ça serait apprécié, sont des thèses en France et dans un cadre académique. La distribution de ces CDSN, des 500 contrats doctoraux, doit se faire sur le territoire national avec des seuils, en particulier en région, et ce qui se traduit pour l'ENS Paris-Saclay à mettre 40% des contrats en hors Île-de-France. Ça, c'est un minimum qu'on doit faire tous les ans. Et on y arrive en moyenne roulante sur les 3-4 dernières années, on y est. 30% à l'Université Paris-Saclay, ceci inclut l'ENS. Et là, il n'y a pas de quota ENS. Du reste, il n'y a pas de quota nulle part. Et 30% en Île-de-France hors Université Paris-Saclay. Alors, on arrive à ça, mais il faut travailler avec les DER pour bien faire comprendre aux Normaliennes et aux Normaliens qu'il y a autre chose que la région Île-de-France pour faire de la recherche. Alors, l'ENS, c'est une école de formation prédoctorale. Elle encourage à la poursuite en doctorat. Dans nos objectifs pour le quinquennat en cours qui va s'achever en 2025,
Donc, on a un contrat qui nous lie à l'État et dans ce contrat, on s'est engagé c'est notre objectif, à accompagner 80% des Normaliennes et des Normaliens à poursuivre en thèse et on est pratiquement là, on est à 78% ou quelque chose comme ça. Les CDSN, comme j'ai dit tout à l'heure, sur une promo, compte tenu du 80% de poursuite en thèse, c'est à peu près 50% des financements de thèse, donc c'est non négligeable. La semaine prochaine, lundi, dans le cadre de la semaine des carrières normaliennes, on aura une présentation plus générale du doctorat à 18h30 et on présentera les alternatives au CDSN. Donc, certaines sont listées ici, des contrats doctoraux, notamment d'établissement. Ça, c'est la règle, disons, la plus générale. Ce sont des contrats auxquels vous pouvez postuler via la même application dont on va parler dans un instant, qui s'appelle Adoom, qui est l'interface web à laquelle vous allez postuler. Alors, je te donne la parole. Oui. Donc, on va parler de choses un peu pratiques ici. Allons-y. Alors, commençons par les sujets. Hein, bon, les différents sujets de thèse. Alors, vos idées du sujet, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à la différence, finalement, des contrats doctoraux usuels ou des sujets de thèse usuels qui circulent, si vous voulez, ou sur lesquels vous postulez, vous avez la possibilité, vous, de proposer un sujet et d'aller chercher un laboratoire avec lequel faire ce sujet. Vous voyez, ça, c'est une grande différence hein, qu'il peut y avoir par rapport à des offres de sujets qu'on va retrouver. Alors, bien sûr, il peut y avoir des sujets proposés. Donc, vous allez être capable également de rentrer en contact avec des directeurs de thèse potentiels qui vont vous proposer différents sujets. Vous voyez, nous, ce qu'on vous encourage, c'est un petit peu à avoir vos idées, vos envies, en relation, en regardant tout ce qui peut se faire dans les différents laboratoires, et par rapport à ça, construire quelque chose. Donc, le CDSN, vous voyez, c'est un peu particulier pour ça. C'est-à-dire que derrière, vous avez vos envies qui vont intervenir. Alors, ça peut se faire à travers je vous l'explique ici, des échanges avec vos enseignants, des chercheurs, des responsables de master. Vous pouvez en discuter, hein, des directeurs de DER. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle vos idées. Il va y avoir les idées de votre directeur de thèse, des personnes que vous allez rencontrer, et ensemble, vous allez forger un sujet. Et c'est ce sujet-là que vous allez défendre ensuite. Donc, il va y avoir une espèce de co-construction à partir de vos idées. Pour pouvoir trouver ces idées de thèse, il y a ce que vous avez envie vous-même, et puis il y a ce qui existe. Donc, il est possible d'aller regarder les différents types de sujets qui sont offerts sur toute la France, voire ailleurs. Donc, il est possible d'aller, par exemple, sur ces sites-là, au niveau de l'association Bernard-Grégory, d'aller regarder les sujets de thèse qui sont proposés au niveau de l'Union européenne, d'aller regarder des thèses en cours ou soutenues partout en France. Donc là, on parle de milliers et de milliers de thèses, hein, plusieurs dizaines de milliers de thèses, différents sujets. Par mots-clés, vous pouvez ainsi retrouver, voir des thèmes, voir des laboratoires que vous ne connaissez pas et prendre des contacts de manière à, avec eux, ensuite, il faut identifier quelqu'un, hein, un chercheur, qui va vous aider à construire votre sujet de thèse. Vous avez cette étape-là. Pour cela, vous avez un certain temps, puisque je vous rappelle que le dépôt, c'est mars. On verra ça sur ces dates. Donc là, vous voyez, on va approcher décembre. Vous allez avoir un temps suffisant pour pouvoir élaborer votre sujet avec les directeurs de thèse. Donc, ça peut être également sur proposition. C'est ce que je vous ai dit. Il peut y avoir des sujets de thèse. Certaines personnes vous arrivez dans un laboratoire qui a une certaine démarche scientifique, qui arrive à une certaine maturité pour un certain sujet. Et ce sujet-là, il le propose. Donc, vous êtes tout à fait à même d'aller finalement travailler sur le sujet qui est proposé. Vous voyez, dans ces conditions, on n'a pas de co-construction, pas nécessairement de co-construction. Hein. Donc, pour cela, il faut avoir un sujet. Donc, soit vous êtes déjà en contact avec des chercheurs à travers vos stages de M2, les stages de M1, et à ce moment-là, ces personnes-là vont vous proposer des sujets. Soit il faut regarder dans ce qui peut être proposé sur la France entière. Alors, comment est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder dans les différentes universités, les différentes écoles doctorales. Hein. Le point d'entrée, généralement, ce sont les écoles doctorales qui vont vous permettre d'accéder à différents types de sujets proposés par les personnes habilitées à diriger des recherches qui composent l'école doctorale. Donc, c'est eux qui proposeront les sujets. Donc, vous les verrez à travers, vous voyez, l'école doctorale. Hein. C'est une manière de faire. Pour l'Université Paris-Saclay, il y a une méthode. Donc, les sujets proposés par l'Université Paris-Saclay sont regroupés dans ce qu'on va appeler le système Adoom.
Donc, il suffit d'aller sur cet espace-là. Donc, vous aurez le lien. Le lien existe déjà sur le site internet de l'école. Vous cliquez et en cliquant, par exemple, là, je fais le travail, j'arrive sur proposition de sujet de thèse 2024-2025 pour le programme normalien ENS Paris-Saclay. Donc là, il est en ce moment. Donc, sachez que ce site a été ouvert la semaine dernière. On a ouvert la semaine dernière. Et vous voyez le nombre de sujets déjà proposés. Il y en a un très grand nombre de sujets déjà proposés par tous les laboratoires de différentes écoles doctorales de l'Université Paris-Saclay. Donc, c'est des sujets qui démarreront en 2024-2025. Pour les gens que ça intéresse, bien entendu. OK? Donc, là encore, soit la démarche, elle peut être multiple. C'est-à-dire que soit vous avez un sujet déjà fait, proposé par un HDR, parfaitement cadré, et ce sujet vous plaît, vous postulez. Vous comprenez? Vous prenez contact, vous postulez, et derrière, vous allez déposer ensemble, avec votre directeur de thèse, le projet de CDSN. Très bien. Soit un sujet vous intéresse, vous contactez les personnes, il suffit de cliquer dedans. Hein. Si je clique dedans, je vais accéder à qui le propose. Ce sujet n'est pas loin de ce qui vous intéresse. Vous pouvez contacter le chercheur, vous pouvez lui dire, bah, moi, ce n'est pas tout à fait ça ce qui m'intéresse, j'ai envie de faire un petit peu autre chose, mais un peu dans votre laboratoire, avec vos compétences. Et à ce moment-là, vous pouvez aussi co-construire quelque chose. Vous comprenez, il peut y avoir différentes démarches possibles. La troisième démarche, c'est vous ne cherchez pas de sujet là-dedans, vous avez vos propres idées. Par contre, il va falloir trouver, évidemment, un laboratoire pour lequel faire votre démarche de thèse. Okay, donc, ce n'est pas forcément toujours la chose la plus facile. Donc, évidemment, regardez tout ça, puisqu'il y a un certain nombre de choses vraiment pertinentes et intéressantes. Donc, l'ouverture officielle donc pour les dépôts, c'était le 10 novembre. Moi, je vous l'ai dit, c'était la semaine dernière, hein, c'était il y a à peine 10 jours. Vous pouvez également donc accéder à la diffusion sur les sites internet des écoles doctorales partout en France. Vous pouvez regarder, vous retrouverez ce type de proposition, et ce qui vous aidera, là encore, à contacter des gens dans certains thèmes qui vous intéressent. Donc, cette étape-là, elle est importante. Cette étape-là, vos DER, parce que ça va être piloté au niveau des DER, les DER, ils vont vous demander où vous en êtes. Où vous en êtes de votre dépôt, où vous en êtes finalement, de votre recherche de sujet. Certains d'entre vous ont déjà un sujet, je le sais, parce que vous avez fait un stage de M2 qui vous a plu, avec des gens qui vous ont, voilà, avec lesquels vous avez envie de continuer. Certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous, ont déjà un espèce de sujet qui est déjà préparé. D'accord? Donc, bien entendu, cette présentation que je vous fais ici, elle est un petit peu inutile, puisque vous allez déjà un petit peu avoir cette façon de faire ce sujet-là. OK? Par contre, pour un certain nombre d'entre vous, vous ne savez pas encore. Donc, l'étape du mois qui va venir, décembre, janvier, ça va être très important pour la définition. Ensuite, il y a février, mars, il faudra rassembler un certain nombre de pièces dont on va parler, et puis déposer au 1er mars. D'accord? Très bien. On va passer maintenant aux modalités. Parce qu'une fois qu'on a un sujet, une fois qu'on a un HDR, une école doctorale, un laboratoire, il faut déposer le sujet et votre candidature. Comment on fait? Alors déjà, il y a un principe, hein, c'est que le nombre de CDSN est inférieur au nombre de candidatures. C'est-à-dire qu'il y aura évidemment une forme de sélection. Ce n'est pas une sélection extrêmement violente, d'accord? Puisque, par exemple, sur les années précédentes, on était entre 100, 150, 160 candidatures, alors qu'il y a 122 contrats CDSN. Donc, vous voyez, le pourcentage de réussite est plutôt bon, hein, de manière générale. Donc, il ne faut pas se limiter, il faut proposer des choses. Hein, vous avez de bonnes chances à travers ce processus-là pour obtenir un financement de doctorat pour 3 ans. Alors, évidemment, on va vous demander un certain nombre d'exigences. Exigences de qualité de dossier, bien sûr, parce que ça va être à la fois vous, bien sûr, la façon dont s'est passée votre scolarité, le sujet va être évalué et l'encadrement va être évalué. Donc, il y a les fameuses contraintes de répartition géographique qui vont intervenir. Hein, Philippe en a parlé. Usuellement, et ça se retrouve tous les ans, hein, je ne crois pas qu'il y ait cas particulier, on a trop de sujets en Île-de-France. On en a parlé, il faut aller voir ailleurs, il faut aller voir en province pour essayer de trouver un lieu, un laboratoire qui est capable de vous accueillir pour que vous puissiez réaliser votre thèse. Alors ici, c'est marqué 10% des CDSN ouverts aux étudiants normaliens. Alors c'est vrai et c'est faux, comment dire? Tous les étudiants normaliens sont éligibles au CDSN.
tous les étudiants normaliens sont éligibles au CDSN. Ce 10%, c'est qu'on le constate. C'est un constat. Cette année, c'était 12%. Donc l'année dernière, on a eu 12% effectivement de CDSN qui ont été, 12% des CDSN correspondaient à des étudiants normaliens. D'accord? Donc il ne faut pas se limiter là non plus. Les étudiants normaliens, vous pouvez tout à fait présenter des sujets de CDSN. OK. Donc l'utilisation de l'interface Adoom, outil utilisé par une grande majorité des universités. Hein, donc attention, ce n'est pas forcément toutes les universités, mais à travers ce simple lien, vous pouvez accéder à un grand nombre d'universités, un grand nombre de sujets. Mais aussi, pour nous, ça va être une manière de mettre en place le processus de dépôt de candidature. Hein. Adoom, il sert à deux choses, à avoir des sujets et à traiter des candidatures. D'accord? Donc, nous, ce qu'on va utiliser pour vous, pour réaliser, pour réaliser cette campagne CDSN, eh bien, c'est la partie candidature. Donc, l'accès à la candidature, il se fait à travers ce lien. Le lien qui est ici. Le lien, vous allez le retrouver dans les pages web d'accord, de l'Internet de l'école. Vous allez dans Doctorat, CDSN, et vous retrouvez ce lien. Ce lien, c'est le seul à utiliser. Attention. Donc, je précise bien ici, c'est le seul à utiliser. Puis, il ne s'agit pas de rentrer sur Adoom à travers, vous voyez, le lien qui est au-dessus, adoom.fr. Adoom.fr, ça vous ouvre une page de départ. Vous pouvez vous connecter, mais ce n'est pas comme ça que vous allez déposer votre candidature. Pour déposer la candidature et revenir, parce que vous allez commencer votre candidature, vous allez vous arrêter, il va vous manquer des pièces, très bien, vous allez pouvoir revenir, rééditer, c'est sauvegardé. Mais par contre, il faut toujours revenir avec le lien qui est en dessous. D'accord? Extrêmement important. Donc, candidature, etc. Ensuite, pour vous aider, on a ce qu'on va appeler une explication pas à pas du dépôt de candidature. Donc, ça, c'est des documents qui se retrouvent en ligne. Donc, en ligne, on a de documents, on a les différents liens et on va retrouver les explications pas à pas. En fait, il y a deux PDF qui vous sont donnés. Un PDF pour la candidature, enfin pour le dépôt de candidature et un PDF pour la création de votre dossier. Vous allez voir ça. Donc, la candidature, ça démarre par ça. Très simple, on a fait une copie d'écran et vous retrouvez ce genre de choses où vous allez devoir créer votre espace. Donc, l'espace de candidature en doctorat, bien sûr, au départ, évidemment, vous n'avez pas de candidature. Donc, vous allez cliquer en dessous, créer votre espace de candidature. Créer l'espace de candidature, ça veut dire quoi? Un certain nombre de processus. Vous allez déjà recevoir une réception de mail de confirmation, comme quoi vous avez activé votre compte. Donc, vous allez activer le compte, vous allez retourner à l'espace de candidature, et à ce moment-là, vous allez devoir remplir votre CV. État civil, coordonnées, diplôme, le M2 acquis ou en préparation, parce que pour certains, votre M2 est en préparation. Le M2 est indispensable, vous savez, pour pouvoir rentrer en doctorat. Donc, il faudra nécessairement rentrer ce M2 que vous préparez, ou que vous avez déjà. Baccalauréat, L3, différentes années, l'agrégation, l'année ARP. Il faut noter un petit peu vos différents éléments de votre parcours à l'ENS. Une fois qu'on a fait, qu'on a réalisé ces différents éléments, on va pouvoir candidater à un contrat doctoral fléché pour Normania. Donc, vous cliquez sur candidater, candidature à un contrat. Donc, regardez bien, vous avez 3 onglets. C'est l'onglet de droite qui va compter. Ne candidatez pas, vous voyez, sur un sujet proposé. Candidater sur un sujet proposé, c'est-à-dire que vous allez accéder à un sujet déposé par un HDR quelque part et vous allez candidater comme n'importe quel candidat. Ce n'est pas spécifique normalien, ça. D'accord? Le clic du milieu, candidature spontanée, c'est quand vous voulez faire apparaître votre fiche sur une école doctorale sans sujet. Ça ne vous concerne pas. Donc, vous êtes concerné par le 3e onglet. D'accord? Candidature à un contrat doctoral fléché pour Normalien. Bien. Une fois que vous avez fait ça, il y a des champs. Après discussion, bien sûr, avec la direction de thèse. La plupart des champs, il est impossible de les remplir vous-même. Donc, il va falloir y aller, il va falloir regarder un petit peu ce qu'on vous demande. Et par rapport à ça, entamer une discussion avec votre direction de thèse qui va vous aider à remplir ces différents champs. Donc, il va y avoir 2 situations. Alors, on va commencer sur la première page. Vous allez voir une situation où l'école doctorale est connue du système Adoom. Je vous l'ai dit, l'essentiel,
l'essentiel des écoles doctorales sont sur Hadoop. Donc, l'essentiel des universités, des écoles d'ingénieurs, etc., sont sur Hadoop. Il y en a qui ne sont pas sur Hadoop. Et pour les quelques-uns qui ne sont pas sur Hadoop, il va falloir remplir les informations manuellement. D'accord? Donc, ne soyez pas surpris de ça. Ça se peut que votre directeur de thèse, que son école doctorale ne soit pas sur Hadoop. C'est possible. Donc, première situation, école doctorale est connue du système Hadoop. L'établissement, le laboratoire, la direction de thèse sont normalement présents dans les menus déroulants. Vous n'avez rien à rentrer. L'école doctorale n'est pas connue. À ce moment-là, il va falloir rentrer. L'établissement, laboratoire, direction de thèse, tout ça à réaliser manuellement. Donc, il n'est pas prévu d'indiquer de co-direction ou de co-encadrement. Je vous dis ça parce que tous les ans, on a ces questions-là. Souvent, une direction de thèse ne se fait pas tout seul. Hein. Il y a un directeur de thèse et il y a un co-encadrant. Là, vous ne pouvez pas le déclarer. Techniquement, on ne peut pas. Mais ça ne signifie pas que vous ne pouvez pas le déclarer dans vos documents après. En particulier, vous allez souvent mettre des annexes. Et dans ces annexes, vous allez pouvoir détailler un certain nombre de choses sur votre co-encadrement. D'accord? Complétez le sujet. Donc, écoutez bien, il est possible d'ajouter des pièces annexes pour une description plus approfondie, illustrée du sujet, précisant par exemple la co-direction. Pourquoi? Parce que tout ce qui va se faire en ligne, par exemple, vous ne pouvez pas mettre d'image, vous ne pouvez pas mettre de graphique, de schéma. Ça, vous allez pouvoir les ajouter dans les pièces annexes. D'accord? En ligne, ce n'est pas possible. Il va falloir indiquer vos motivations et des compléments éventuels. Vous allez voir un petit peu différentes choses. Donc, dans les informations importantes, voilà ce qui va figurer également dans ce qu'on va vous demander de remplir. Un résumé du sujet de thèse qu'il faudra indiquer. D'accord? Alors, un résumé, voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire un résumé totalement étendu. Hein. De toute façon, vous savez que vous avez des annexes. Des annexes pour pouvoir faire éventuellement un détail du sujet beaucoup plus étendu. Donc, on vous demande un résumé, le contexte scientifique dans lequel vous vous placez. Donc, là encore, vous n'allez pas l'inventer. Hein, par rapport à ce sujet-là, par rapport à l'état de l'art, vous ne connaissez pas forcément l'état de l'art dans le sujet, il faudra nécessairement en discuter avec votre direction de thèse pour ces aspects-là. C'est comme la démarche scientifique, notamment les actions prévues la première année, calendrier prévisionnel. Ça, il faudra en discuter avec votre direction de thèse. Alors, ce qu'on va vous demander également cette année, c'est de décrire les impacts que pourraient avoir les résultats de votre thèse à plus ou moins long terme dans les domaines économiques, social ou culturels. Donc, on vous demande un petit peu d'expression par rapport à cette question-là. Là encore, vous devez y réfléchir et bien entendu discuter avec votre direction de thèse. Ensuite vont arriver deux items, enfin un item qui va être plus ou moins éligible évidemment en fonction de votre sujet de thèse. On vous demande ici de préciser l'impact que pourraient avoir les résultats de votre thèse à plus ou moins long terme dans les domaines des transitions écologiques et du développement soutenable, en utilisant les cadres suivants et en utilisant les menus déroulants ci-dessous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous aurez un cadre d'expression, vous allez pouvoir exprimer un texte libre par rapport à ce thème-là. Ensuite, il y aura un certain nombre de domaines qui seront précisés, des domaines liés au TEDS et des sous-domaines liés à ces TEDS. Bien entendu? Oui, oui. Non, mais vas-y. Bien sûr. Tu compléteras, d'accord? Bien entendu, votre thèse n'est pas forcément, vous voyez, si vous faites par exemple une thèse théorique en mathématiques ou en informatique, le lien, il ne s'agit pas de faire un lien au TEDS de manière artificielle, hein, d'accord? Si vous n'êtes pas concerné par les TEDS, dans ces cas-là, il y aura une possibilité de mettre aucun. D'accord? Donc, soyez pas. Il y a un autre point aussi qui est important, c'est que ce n'est pas un critère, hein, ce n'est pas un critère de sélection là qu'on est en train de faire. C'est plutôt une sorte d'évaluation de vos sujets. On a envie de voir un petit peu, en termes de vos sujets, où ils se situent. Comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est plutôt une forme d'enquête, une forme de sélection. Soyons bien clairs par rapport à ça. Le dernier item, préciser comment seront pris en compte les enjeux de transition écologique, développement soutenable dans votre pratique de la recherche. Ça, vous pouvez y répondre. Quel que soit, donc là, on est plutôt dans la pratique de la recherche, dans la façon dont vous allez faire votre thèse. D'accord? Donc, on vous demande de réfléchir par rapport à cet élément-là, qui peut être vrai, quel que soit le sujet de thèse. D'accord? Très bien. Je terminerai sur la méthode, puis ensuite on pourra préciser des choses. D'accord?
Alors la méthode, une fois qu'on a réalisé ça, on sauvegarde. Ensuite, il va y avoir une page très importante, qui est la page de téléchargement des modèles à faire signer. Ben oui, parce que on veut bien vous croire sur parole, mais il est important que, évidemment, que votre direction de thèse signe vos documents pour déjà donner l'accord par rapport au sujet que vous êtes en train de faire. Donc, on va vous demander l'accord du directeur de thèse, l'accord du directeur de laboratoire, puisque le laboratoire, c'est lui qui a la responsabilité de vous accueillir. Donc, il est important que le laboratoire soit informé de votre candidature. C'est pour ça qu'on demandera à ce que le laboratoire signe. Et également sur l'école doctorale. Là encore, vous serez dans une école doctorale, vous serez en formation. Pendant la thèse, on est aussi en formation. Bien entendu, il faut que l'école doctorale évalue et donne son accord pour que vous puissiez rentrer dans cette école doctorale donnée. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a les différentes pièces. Avis de la direction. Donc, il suffit de télécharger, d'accord? Vous cliquez, vous téléchargez, vous imprimez dans un PDF et vous faites signer, vous voyez, ces différents documents. Avis de la direction de l'école doctorale, résumé du sujet de thèse, dossier administratif de scolarité, ça va être un résumé des pièces que vous avez rentrées avant. Très bien. Ensuite, on rentre dans d'autres choses. Situation vis-à-vis du diplôme ENS. Il est important pour nous que vous soyez en mesure de valider votre diplôme ENS. D'accord? Donc, il nous faudra une copie ADN. Si éventuellement vous êtes sur une trajectoire qui n'est pas idéale, on vous demandera de vous justifier, en tout cas de détailler dans un texte annexe pour dire où vous en êtes de votre diplôme de l'ENS. D'accord? Par rapport à ces validations et ces critères de validation. Vous pouvez ajouter des pièces de type sujet détaillé. En sujet détaillé, il peut tout avoir. Il peut y avoir des aspects encadrement, il peut des aspects illustration, une biblio, par exemple. Tout ça, ça peut intervenir dans le sujet détaillé. Il faudra des relevés de notes. Le relevé de notes de L3 ou de pré-master, d'accord, de M1, de M2. On vous demande une lettre de recommandation. Une lettre de recommandation de quelqu'un qui est hors encadrement. On ne va pas demander à votre directeur de thèse de faire, futur directeur de thèse, de faire la lettre de recommandation. Il faut demander à quelqu'un d'externe. Une lettre de motivation, qui peut correspondre d'ailleurs à un des documents en ligne que vous avez fait un peu avant, vous verrez. Et un CV. Il nous faut un CV quand même relativement clair, où on voit votre parcours, où on arrive à lire assez simplement votre parcours à l'ENS. D'accord? Voilà, une fois que vous avez ces documents. Donc, il est indispensable de se mettre en situation dès maintenant de valider le diplôme ENS. Bien entendu, hein, vous avez compris ça. L'action finale consiste à déposer un document global au format PDF. Autrement dit, ces différentes pièces, vous allez les rassembler, hein, qui seront signées éventuellement par votre directeur de thèse, laboratoire, école doctorale. On rassemble le tout, on fait un gros PDF et on le dépose. D'accord? On le dépose. Et ça, ce sera votre dossier. Cliquez sur continuer. Voilà, on glisse le document, etc. Vous avez compris ça. Donc, on arrive à une situation où on a une visualisation de votre candidature. Sachez que à partir du moment où on est à ce stade-là, on peut revenir en arrière. On peut rééditer tout. Vous pouvez écraser l'ancien PDF avec un autre PDF. D'accord? Hein, vous pouvez modifier les textes en ligne qui ont été remplis avant. Vous pouvez revenir sur votre texte. Donc, prenez le temps, évidemment, d'avoir un dossier peaufiné, soit correct. Et une fois que vous êtes prêt, eh bien, vous pouvez soumettre la candidature. Donc, vous serez en stade, vous serez à gauche, situation gauche, tout pendant que la candidature ne sera pas soumise. Et vous passez à la situation à droite, soumettre la candidature, vous voyez, une fois que vous êtes prêt. Vous recevrez alors un accusé de réception à votre adresse et alors à chaque fois, les mails que vous faites, si vous voulez, seront en copie systématiquement avec les personnes que vous avez identifiées. Vous êtes en lien avec un certain DER, la direction du DER va recevoir le mail comme quoi vous avez candidaté. La direction de thèse aussi, votre directeur de thèse va recevoir ce même mail, comme quoi vous avez candidaté. D'accord? La direction de thèse du département d'enseignement, la direction du département d'enseignement vous supervise. Donc,
Jusqu'ici, on a parlé des sujets, de la façon dont on va les trouver, ou dont vous allez les construire. D'accord? Des façons multiples. On a parlé de la méthode de candidature. Maintenant, il faut qu'on voit ce qui va se passer entre maintenant et mars. Parce que ce qui va se passer entre maintenant et mars, c'est des discussions qu'il faut avoir nécessairement avec votre département. Il faut avoir des discussions parce que notre département, il a l'expérience des années précédentes. Il va pouvoir vous dire, voyez, tel labo, bah non, c'est pas terrible. Ou alors à essayer de trouver, voilà, et ils vont vous donner des conseils, non seulement sur où vous allez faire votre thèse, mais également sur l'éligibilité du sujet. Est-ce que le sujet, ils vont déjà faire une préanalyse, d'accord, de votre sujet. D'accord? Donc, essayez de bien ne pas négliger ces discussions que vous allez avoir avec votre département d'enseignement et de recherche. Donc, il vous conseille, il vous oriente sur le sujet de thèse, le choix de la direction de thèse, la répartition territoriale. Souvent, le DER va vous en parler. On vous dit, faites attention, parce qu'il va voir les autres candidatures de votre département. Si vous êtes 10 dans le même labo, qu'est-ce qui va se passer? Vous ne le savez pas forcément, vous. D'accord? Donc, le DER, lui, le verra. Il pourra vous dire, non, 10 dans le même labo, ça ne va pas. Nécessairement, ce ne sera pas éligible. Ou, voilà. Donc, essayez de trouver autre chose. Vous êtes trop nombreux en Île-de-France. Voilà ce qu'il va vous dire, votre DER. À ce moment-là, ils vont vous dire, essayez peut-être de trouver un autre sujet. Ils vont vous conseiller, d'accord, pour trouver un autre sujet ou un autre laboratoire, etc. Donc, ne négligez pas cette discussion. Donc, avec un résumé, le rôle est central dans le processus. Un dossier bien accompagné a plus de chances de succès. Donc, il est de votre responsabilité de tenir le DER informé régulièrement de l'avancement de votre dossier. Donc, le DER viendra vous voir, il vous enverra des mails, répondez-lui pour vous dire où vous en êtes, quoi. Donc, le chargé de mission, donc il n'y a pas de chargé de mission. Enfin, disons que vous pouvez envoyer un mail à doctorat@ENS-Paris-Saclay. Ça, c'est quelque chose qui arrive à la direction de la vie étudiante, de la scolarité et des concours, à des SVEC. OK? Et donc, derrière, on a des gestionnaires qui pourront vous répondre à vos différentes questions. Ça marche? Très bien. On va passer maintenant aux critères, si tu veux, Philippe. Critères d'appréciation du dossier et sélection, et tu peux revenir sur les TEDS si tu veux. Ouais, D'accord. bon. Comme il commence à être tard, on pourrait poser des questions sur les critères transition écologique et développement soutenable, dit TEDS. Donc, je peux démarrer du bas de la diapo. Donc, comme on l'a dit, notre objectif, c'est de distribuer les CDSN sur les différents DER, sur le territoire national. Alors, on n'est pas accroché au pourcentage que j'ai indiqué tout à l'heure. Ça s'entend de façon pluriannuelle, mais en moyenne. Mais bon, on y veille, et en particulier à corriger le biais qu'il y avait il y a 4-5 ans, trop de thèses en région parisienne. Donc, comment procède-t-on? On a une commission, alors on appelle ça commission d'attribution. Ça s'appuie sur des avis d'extérieur et puis des avis des DER qui proposent un classement des DER, des CDSN pardon, relevant du DER. Donc ça, c'est premier avis. Le second sont les écoles doctorales. Donc, lorsque vous soumettez votre dossier sur ADEUM, vous indiquez une école doctorale. Cette école doctorale nous propose un avis en général qui est circonstancié, ainsi qu'un classement s'il y a éventuellement plusieurs candidatures dans la même école doctorale, ainsi que des avis d'experts extérieurs. Et alors, qui fait ça et comment s'y prend-on? Donc, c'est Olivier, Hubert et moi qui établissons le classement in fine, et c'est vraiment en concertation avec les DER, qui sont très associés. Donc, on a une réunion avec chacune des directions de DER avant de prendre notre décision, après examen des candidatures extérieures, etc. Et c'est vraiment en concertation qu'on fait tout ce travail. Donc, l'appréciation des candidatures se fait évidemment sur la qualité du cursus universitaire, sur la cohérence du projet avec le parcours académique. Voilà, il y a parfois des questions quand il y a un grand écart entre le parcours et le projet de thèse. Et je n'exagère pas en disant ça, puisqu'on peut avoir des physiciens qui candidatent pour une thèse en SHS.
qualité du sujet de thèse, la qualité de la direction de thèse et de l'unité de recherche. Ça, on y est particulièrement attentif. Donc, par exemple, quelqu'un qui vient d'avoir une bourse prestigieuse européenne ou quelque chose comme ça, aller faire une thèse dans une équipe, c'est évidemment une valeur ajoutée à votre dossier. Tout ça pour en arriver à un classement des, grosso modo, 150 dossiers annuellement, parce qu'il y a déjà une présélection faite au niveau des DER, des dossiers classés A, à qui on notifie immédiatement mi-mai, vous pouvez avoir un CDSN, dites si vous le prenez ou pas. Des dossiers classés C, il n'y en avait pas l'an passé, pour vous rassurer, hein, à qui on ne donnerait pas de CDSN, et des dossiers classés B à qui on va éventuellement donner un CDSN. Et ça se joue grosso modo de mi-mai à fin juin. Discussion avec les DER, est-ce qu'il y a une alternative pour les gens classés A ou B pour faire une thèse, discussion, et ça se passe vraiment très bien, c'est extrêmement fluide. Voilà. On pourra donner certains détails dans un instant. On en arrive au calendrier qui est donné ici. Donc, je pense que Olivier a déjà fait allusion à ce calendrier. Vous voyez, les notifications, ça va être grosso modo à la mi-mai, fin mai. Okay. Donc, on fait au plus vite, mais parfois, on a besoin vraiment de revenir auprès des DER pour affiner les classements, les discussions, etc. Voilà. Donc, les ordres de grandeur, c'était 148 dossiers l'an passé pour 122 CDSN, 148 dossiers éligibles, on pourrait y revenir, et in fine, 142 thèses financées. OK ? Et les 6 autres personnes ont choisi une autre orientation que la thèse in fine. Donc, je viens de parler des démissions. Donc, il y a certaines personnes qui étaient classées A qui renoncent et qui, in fine, font autre chose ou un autre type de contrat doctoral, éventuellement dans un autre laboratoire que le laboratoire visé via le CDSN. Et à ce moment-là, il ou elle est remplacé par une ou un normalien classé B. Et puis, ensuite, c'est en septembre qu'on établit la convention de reversement. Donc, l'État nous verse, notre ministère de tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, nous verse les fonds pour financer 122 contrats doctoraux spécifiques normaliens qu'on redistribue aux employeurs, qui sont les universités sur le territoire, et qui vont ensuite vous établir un contrat de travail. Donc, vous serez salarié d'une autre institution, sauf si vous faites votre thèse à l'ENS Paris-Saclay. Voilà, quelques autres infos. Alors, nomination des experts. Donc là, je ne sais pas si ce sont des détails qui vous intéressent, mais donc, ce sont des experts qui sont proposés par les DER. On va chercher des experts auprès des gens qui encadrent des CDSN, qui sont sensibles, parce que c'est un petit peu de travail de faire une expertise. Et puis, plus généralement, dans le corps des chercheurs français. À l'Université Paris-Saclay, il y a un certain nombre d'écoles doctorales qui auditionnent, et les auditions se font en amont de nos réunions. Donc ça, c'est plutôt bien. On a un avis franchement bien circonstancié. Voilà, et puis les autres experts peuvent être choisis aussi parmi les chercheurs des écoles doctorales. Classement, on l'a déjà dit, très minoritaire, etc. Là, on entre dans le détail. Encore une fois, on vous incite à postuler à d'autres sources de financement. Venez à l'Amphi lundi prochain pour avoir des informations complémentaires. Et surtout, informer la commission si vous courez après plusieurs pistes de thèse. Donc, ce sont des conseils d'ordre général. Discuter avec la direction de thèse, ça va de soi. Des possibilités de financement, ça va un peu moins de soi, parce que le directeur ou la directrice de thèse que vous visez, c'est confortable. Hein, ils vont avoir un excellent étudiant ou une excellente étudiante qui va arriver avec un contrat doctoral. Ils ne font pas nécessairement l'effort d'aller chercher autre chose. Donc,
essayez de les inciter à aller chercher autre chose. Ça ne fera que multiplier les chances pour vous ou pour vos camarades. Bien discuter en amont, les DER, ça c'est vraiment le point clé pour monter un bon dossier. Les éléments défavorables lors de la sélection, c'est des gens qui dirigent un CDSN ou qui ont dirigé dans un passé récent un certain nombre de CDSN. On fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de privilégiés. Plus généralement, vous ne le savez peut-être pas, mais en France, le nombre de thèses par personne habilitée à diriger une thèse est limité. Et donc, on veille au non-surencadrement. Et puis, veillez à une chose bête, c'est que votre diplôme de l'école soit complet, sinon vous ne pourrez pas avoir un avis favorable. Voilà. Quand des chiffres, pour donner quelques ordres de grandeur, le nombre de candidatures en 2022, 153. Donc, on donne les dates, les classés A, etc. Voilà, dès le 16 mai, on avait indiqué à 100 personnes qu'elles étaient éligibles parce qu'on avait besoin de plus de réflexion sur certains dossiers. Le 23 mai, on avait déjà indiqué à 122 personnes qu'elles étaient éligibles, elles étaient classées A pour un CDSN. Il y a eu 10 désistements de mai à août, et ce qui avait valu des redistributions. Et in fine, sur les 153, 122 ont eu un CDSN, une personne a eu un poste d'agrégé et 27 ont fait une thèse avec d'autres sources de financement et 3 ont choisi finalement un autre projet qu'une thèse. Campagne 2023, 150 candidatures initialement, 148 éligibles, 15 désistements pendant la période de mai à juillet. Et ça, c'est un travail qui est délicat pour Olivier et moi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on veille dans cette partie désistement-réaffectation à maintenir les équilibres entre disciplines et maintenir les équilibres sur le territoire. Donc, cette année, 20 personnes ont fait un doctorat avec un autre financement, 2 ont eu un poste d'agrégé en lycée, une personne est Prague, sur l'île de la Réunion, très bien. Et il y a eu un PhD track, par exemple, au Canada, etc. Je ne vais pas être exhaustif. Ça vous donne une idée de la répartition des CDSN par DER. Et pour chacun des DER, la pression qu'on a en région, en Île-de-France et à l'Université Paris-Saclay. Ça peut vous donner une idée, mais ce sont des chiffres que vous pouvez trouver sur le site web de l'école ou auprès de vos DER. Voilà. Eh bien, on va laisser la parole à Mélanie avant de passer aux questions. J'ai copié-collé les diapos. Donc, Mélanie, qui est CDSN 2023. Donc, elle va pouvoir parler de son expérience. Voilà, donc bonsoir tout le monde. Donc, je vais essayer d'être assez courte. Très bien, merci. Donc, je vais juste vous parler un peu de mon parcours avant le CDSN pour que vous compreniez comment ça s'est fait, même d'un point de vue dossier. Ensuite, je vous parlerai rapidement de mon sujet et de comment je suis arrivée en fait à ce sujet, comment j'ai discuté avec mes encadrants, etc. pour construire ce sujet et construire le dossier de CDSN. Donc, du coup, d'un point de vue parcours, c'est un parcours plutôt classique pour une élève de l'ENS. Donc, j'ai fait un bac scientifique, une prépa, donc un PSI, PSI. Donc, j'ai intégré la formation Saphir, après laquelle j'ai choisi d'aller dans le département Nikola Tesla. J'ai fait le M1 que tous les élèves du département font. Ensuite, en année spécifique, donc le M2 FESUP, et j'ai passé l'agrégation durant cette année-là. Puis, donc, j'ai étudié en M2, donc M2R MVA, pour continuer donc, sur une thèse pour la période de 2023-2026. Donc, je vais vous expliquer un petit peu sur quoi je travaille rapidement pour que vous compreniez d'où ça vient, en fait, d'un point de vue aussi constitution du dossier. Donc, moi, je travaille avec les 2 laboratoires, donc LMF, laboratoire méthode formelle d'informatique théorique, et le LUMIN, donc le laboratoire de physique, donc tous 2 laboratoires de l'ENS qui sont au sein de pour le LUMIN qui est au sein de l'Institut d'Alembert, qui est un regroupement de plusieurs labos.
Et donc, mon sujet, il porte sur l'étude des microalgues, qui sont des organismes qui peuvent produire des lipides utilisés comme biocarburants. Et l'idée de mon sujet, c'est de mettre ces microalgues dans des microsystèmes avec des bactéries, d'étudier les interactions et de les modéliser mathématiquement. Et ensuite, d'étudier ce qui se passe aussi à l'échelle plutôt d'un bioréacteur. Et le modèle que je développe, il est censé faire le lien entre ces deux échelles pour comprendre un peu mieux les interactions qu'on a entre les algues et les bactéries et améliorer les rendements de production de lipides pour fabriquer des biocarburants. Donc, c'est un sujet plutôt pluridisciplinaire. C'est pour ça qu'il y a deux labos, un labo plutôt côté maths info, le LMF, et un labo plutôt côté physique, parce qu'il y a aussi de l'expérimental dans ce sujet. Donc, comment j'en suis arrivée là? Donc, les contacts pour la thèse, donc j'en ai eu pas mal pendant mon M2. Je sais qu'il y a beaucoup de M2 qui partagent des offres de stage, thèse. Donc, ça peut se faire de cette manière-là, sans que parfois vous ayez à aller chercher vous-même, même si c'est pas le cas pour tous les M2, mais c'est ce que j'ai pas mal observé parmi des camarades de promotion aussi. Donc, j'avais une proposition à l'INRIA, à Sophia Antipolis, qui avait été proposée par des enseignants lors de mon M2. Et puis, j'avais déjà eu en fait une proposition lors de mon stage de M1 qui s'était fait au sein du Lumine et de l'IDEA. Donc, j'en ai reparlé avec mes encadrants de l'époque, puisque l'encadrement s'était bien déroulé lors de mon stage de M1. Et c'est des encadrants aussi que j'avais eu en tant qu'enseignant en cours. Et donc, quand j'ai été discuter avec eux, ils avaient plusieurs propositions de sujets avec des financements divers, des CIFRE, des contrats doctoraux type bourse de l'école doctorale, des ANR. Donc, je pense qu'on vous parlera de ça plus en détail au webinaire. Donc, le sujet, il a été monté en fait à la fois par mes encadrants et moi en discutant, puisque à l'époque, le sujet qui m'a plu, en fait, le labo prévoyait de déposer une demande de financement ANR dessus. Et donc, on a un peu écrit cette demande de financement en même temps que la demande ANR, puisque c'était un plus gros projet que juste une seule thèse, dans lesquels donc contribuaient les labos Lumine et LMF. Et donc, ce qui a permis de rédiger le sujet pour le dossier CDSN. Et en parallèle, donc en plan de secours, si je n'avais pas les CDSN, j'avais candidaté à la bourse de l'école doctorale OBE, qui est aussi mon école doctorale là actuellement. Et le dossier, c'est sensiblement le même que celui des CDSN. Donc, ça vaut le coup de faire les deux dossiers au cas où le CDSN ne passerait pas. Donc, voilà. Pour ce qui est de la procédure, donc j'ai remis ici les documents à réunir et peut-être un petit commentaire pour chacun de ces documents. Donc, l'avis de la direction de laboratoire, c'est des choses donc, qui ont été dites avant, mais donc c'est un document qui est généré par Adoum une fois que les autres pièces ont été déposées sur Adoum. Donc, les slides, vous les aurez, mais ici, en fait, moi, ce qui me semble important plutôt en tant qu'étudiante, c'est le fait que sur donc, les dernières lignes du tableau, c'est des documents que vous pouvez totalement commencer à réunir. Et du coup, je vous encourage à commencer à les réunir. D'autant plus que si vous êtes ici, c'est que vous êtes en cours de M2 ou que vous avez fait un M2 et donc vous avez potentiellement candidaté pour ce M2 et donc réuni des pièces justificatives qui ressemblent à celle-ci. Donc, vos relevés de notes et donc votre CV, vous l'avez probablement peut-être déjà fait. Donc, il suffit juste de rajouter des choses et c'est des choses qui peuvent se faire simplement, plus que la discussion sur le sujet et tout ça. Donc, voilà. Et puis, pour finir, donc, je voulais vous présenter rapidement l'association des doctorants de l'ENS, donc, qui est une association qui regroupe, donc, comme je l'indique, les doctorants qui sont dans les labos de l'ENS. On organise un after-work à Brassenco mercredi. Donc, vous êtes aussi les bienvenus si vous voulez discuter avec des doctorants. Alors, ça sera des doctorants dans des labos de l'ENS, mais si vous avez des questions sur même vos disciplines, vous trouverez peut-être quelqu'un de vos DER et qui pourront vous faire un retour d'expérience aussi autour d'un verre. Et puis, vous avez les différents contacts aussi de l'association si vous voulez un contact étudiant pour discuter de la thèse et de comment ça se passe aussi concrètement quand on est en thèse. Et puis, voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Mélanie.
Non, c'est important d'avoir aussi cette vision-là, hein. C'est vrai que nous, on ne pense pas forcément à différents aspects. Très bien. Donc, on va passer aux questions. Alors, les questions en ligne vont se faire sur la question-réponse. Je vais regarder peut-être. Déjà, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je les relayerai à l'oral. Est-ce que vous avez des questions? Oui. C'est par rapport au début de la thèse. Début de la thèse. Alors, il est d'usage. Je réponds à tout le monde. Donc, la question, c'était par rapport au début de la thèse. Est-ce que ça doit être nécessairement septembre, hein, par exemple? Alors, il est d'usage que la thèse démarre en septembre, effectivement. Alors, pourquoi c'est d'usage? Alors, c'est en particulier vrai pour les élèves normaliens, pour une question de continuité de leur salaire. Parce que sinon, vous avez une coupure de salaire qui va arriver, ben, je parle pour les élèves normaliens, hein, d'accord? Bien entendu, vous allez avoir une coupure de salaire qui va arriver en septembre, vous comprenez? Et donc, ça risque de vous poser des problèmes, alors beaucoup plus tard, au moment de la retraite. Vous voyez, c'est pas maintenant, ça va poser des problèmes, mais ça risque de, voilà. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a cette continuité. Il y a un deuxième aspect, c'est que la partie mission enseignement, souvent, les missions enseignement démarrent en septembre. Vous êtes amené à commencer des cours, hein, dès septembre, hein, pour certains d'entre vous. Et donc, vous serez nécessairement, il va falloir démarrer effectivement votre thèse concrètement au 1er septembre. Alors, vous démarrez votre thèse même si votre inscription n'est pas totalement finalisée. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Vous pouvez avoir une inscription qui n'est pas totalement finalisée et néanmoins être déjà en laboratoire et commencer à faire votre thèse. D'accord? Donc, c'est pour toutes ces raisons que finalement, le 1er septembre est la règle générale. Donc, nous, généralement, on vous incite à ça. Et on a tous les ans des situations alors, qui sont minoritaires. Hein. Cette année, on a peut-être 5 ou 6, des dérogations pour démarrer la thèse en octobre, novembre. Bon, il faut une bonne raison, si vous voulez. Nous, on préfère voilà, traiter ça comme ça, parce que sinon, ça veut dire qu'on fait du cas par cas pour tout le monde. Et ça rajoute de la complexité quand même dans le processus. Donc, on préfère avoir cette règle générale du 1er septembre, même si, pour certaines bonnes raisons, on peut avoir un 1er octobre. C'est même arrivé un 1er novembre. Mais là, ça nous pose encore d'autres difficultés, même au niveau de l'école doctorale, au niveau de votre nouvel employeur, ça peut poser des difficultés. Bon, voilà. Donc, c'est la règle un petit peu qu'on se donne. Une deuxième question en ligne. On regardera les questions en ligne après. Une deuxième question dans la salle. Alors, il y a un point important, c'est que ça démarre au 1er décembre. Alors, ne vous précipitez pas, s'il vous plaît, sur le site pour remplir les choses. On a encore un certain nombre de choses à consolider d'ici le 1er décembre. D'accord? Donc, évitez d'aller déposer tous les trucs. Vous voyez, hein, vous avez largement le temps. Hein, vous pouvez visiter le site, bien entendu, aller regarder ce qu'on vous demande, mais le fait de remplir les choses, voilà, essayez d'éviter de le faire dans l'urgence. Oui. Tu peux remonter le texte. Oui. On va juste faire une intervention sur ce qu'on appelle TEDS, transition écologique, développement soutenable, pour bien réexprimer ce qu'on a présenté tout à l'heure. Car il faut faire un distinguo. Donc, depuis 2019, l'école s'est engagée. Il y a un comité environnement qui avait été créé, qui se réunit régulièrement et qui il y a des représentants peut-être parmi vous dans la salle ou en ligne. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir que en décembre 2022, au conseil d'administration de 2022, donc vous pouvez trouver ça sur le site web, le conseil d'administration de l'école a voté la charte dans laquelle l'école s'engage sur ces transitions écologiques et le développement soutenable. Alors, on doit concilier toutes les actions qu'on va faire dans ce domaine avec la pratique de la recherche. Okay. Ceci étant dit, le dernier point qui est ici est donc relatif à l'engagement qu'a l'ENS, employeur, qui va distribuer les CDSN, et l'engagement de toutes les universités dans lesquelles vous allez aller. On n'est pas les seuls à avoir une charte autour des TEDS. Okay. Et heureusement. Et donc, le dernier point,
on en fait un critère, c'est-à-dire préciser comment seront prises en compte les enjeux de transition écologique et de développement soutenable dans la pratique de votre recherche. C'est-à-dire, allez-vous prendre l'avion une fois par semaine ou une fois par an? Allez-vous plutôt prendre le train que la voiture, que l'avion pour traverser la France ou faire 200 km comme certains ministres? Et puis, c'est dans la pratique quotidienne. Les gros instruments de recherche, comment est-ce que vous allez les utiliser? Le numérique, comment allez-vous l'utiliser? Voilà, c'est ce genre de questions. Comment est-ce que allez-vous concevoir votre pratique de la recherche? Ça, on va en faire un critère. En revanche, ce qu'il y a au-dessus, c'est pour mieux apprécier votre thèse. Et ce qu'on appelle les domaines et les sous-domaines, ce sont ceux du GIEC, du 6e rapport. Donc, vous tapez dans un moteur de recherche GIEC, 6e rapport, vous avez des versions synthétiques et vous verrez qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont proposées par le GIEC. Eh bien, ces actions sont autour de la santé, de l'énergie notamment. C'est ce qu'on appelle les domaines. Il y en a 5 ou 6, les villes, les territoires. Et puis, il y a des sous-domaines qui permettent de décliner chacun de ces domaines. Beaucoup d'entre vous s'y retrouveront. J'en veux pour preuve qu'en faisant l'analyse des 148 dossiers l'an passé, à peu près 100 parmi ces dossiers relevaient clairement, et très clairement, c'est-à-dire que c'était vraiment écrit dans le dossier, relevaient d'un de ces 6 domaines et de certains sous-domaines listés par le GIEC. Encore une fois, bien faire le distinguo entre le dernier point sur cette diapo, on en fait un critère. En revanche, ce qui est au-dessus, c'est pour mieux apprécier votre dossier. Et on parle de toute façon d'objectifs à long, voire à moyen terme, car on a bien conscience que ce que vous allez faire pendant votre thèse, c'est de la recherche fondamentale qui aura une application dans quelques années. OK ? Alors, il y a un point juste, c'est que même si, alors d'un point de vue pratique, on vous demande de compléter. Même si vous n'êtes pas concerné, même si votre travail de thèse manifestement n'est pas concerné par ce point-là, par un de ces domaines ou un sous-domaine, il faudra indiquer aucun. Il faudra indiquer que vous n'êtes pas concerné. D'accord? Et il est important de renseigner cet élément pour pouvoir aussi compléter complètement votre dossier. J'en viens peut-être à quelques questions en ligne. Il y en a beaucoup. C'est de revenir. Je vais les prendre dans le désordre. D'accord? En cas de prolongement de la thèse, 4 ans au lieu de 3 par exemple, est-ce que le CDSN peut être prolongé? Non. Le CDSN, c'est un financement de 3 ans, 36 mois exactement. Donc, il n'y a pas de prolongation prévue c'est-à-dire que l'ENS reverse 36 mois à l'établissement qui vous emploiera. Il peut y avoir une prolongation au sein de l'établissement, mais ce sera la responsabilité de l'établissement ou la responsabilité du laboratoire qui vous engagera, d'accord, qui peut s'organiser pour vous prolonger, mais ce sera totalement indépendant de l'ENS, d'accord, et des CDSN. L'aide de recommandation d'un chercheur travaillant dans le privé spécialisé est-elle acceptée? Bien sûr. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. L'idée, c'est que, évidemment, il faut que ce soit quelqu'un de reconnu dans son domaine. À partir du moment où on ne va pas demander une lettre de recommandation à n'importe qui, hein, bien sûr. Si je comprends bien, l'école va prépayer nos salaires sur 3 ans à nos ED, mais dans ce cas, est-il possible de faire un stage en entreprise au cours de la thèse, au cours duquel notre salaire viendrait à 100%, voilà, et dans lequel on ne peut pas percevoir tous les salaires prévus? J'ai du mal à comprendre ça. Tout ce qui est du cadre du cumul, hein, voilà, on parle de cumul de salaire, de cumul d'emploi, c'est quelque chose qui est, voilà, il y a des dispositifs légaux par rapport à ça. Donc, on peut cumuler, bien entendu, il faut le déclarer. Et ça, après, si vous travaillez avec une entreprise ou pour une entreprise pendant votre thèse, ça, c'est quelque chose que vous arrangez avec votre directeur de thèse. Bien entendu, il faut que ce soit cohérent, hein. Vous vous engagez pour un travail de thèse. Si vous faites autre chose, il s'agit bien entendu d'être totalement transparent avec votre direction de thèse. Sinon, ça veut dire que vous rompez le contrat avec la direction de thèse, ils peuvent mettre fin à la thèse, hein, éventuellement. Hein. Donc, il faut évidemment faire tout ça en bonne intelligence. Est-ce un problème si mon sujet de thèse n'entre pas dans le champ disciplinaire de mon DER de rattachement? Alors, non, en soi, ce n'est pas un problème, c'est déjà arrivé, hein, ce genre de situation-là. Évidemment,
votre dossier sera évalué par un expert extérieur. S'il constate qu'il y a orthogonalité entre votre formation initiale et votre thèse, il se posera des questions. Et bien entendu, il faudra être fort d'arguments, hein, si vous voulez, que votre CDSN soit élu. Comprenez? Alors, on peut faire ça, mais il faut que ça ait du sens, hein, derrière. Hein, voilà. Alors après, ça peut être une sous-discipline. Les DER, hein, comme a dit Philippe, la physique, à l'ENS, on ne fait pas toute la physique. Il y a certains domaines de la physique qui ne sont pas forcément enseignés à l'ENS. Néanmoins, vous pouvez postuler sur un sujet de physique qui n'est pas enseigné à l'ENS. Voilà, ça, il n'y a pas de problème, mais ça reste du même domaine scientifique, hein, néanmoins. Est-ce que l'université de rattachement au co-directeur est pris en compte dans les critères géographiques? Non, c'est la direction de thèse. En fait, ce qui va être important, c'est l'employeur. D'accord? Ce n'est pas le directeur lui-même, c'est l'employeur. Donc, l'université qui vous emploiera, c'est-à-dire que l'ENS va reverser vos salaires, si vous voulez, hein, le financement du ministère, il va le reverser à l'université qui va vous employer. Donc, ce qui est important, finalement, c'est l'université qui vous emploie. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, c'est évidemment lié au directeur. Usuellement, c'est lié au directeur de thèse. Le co-directeur, bon, il n'y a pas de raison que le co-directeur soit lié, mais enfin, voilà, là encore, ce n'est pas forcément le directeur lui-même ou le co-directeur, c'est l'université qui vous emploie qui va compter dans les critères géographiques. Il y avait une autre question. Bonjour, merci pour votre présentation. Au niveau des caractéristiques du CDSN en particulier, quels sont les requis pendant les 3 ans? Alors, quelle est la rémunération CDSN? Est-il possible? Alors, j'ai eu la même question. Alors, pendant 3 ans, votre travail de thèse, il se fait, comment dire? Une fois que votre CDSN a été validé, donc il y a un conventionnement entre l'ENS et l'université d'accueil qui se fait. Donc, on a un reversement financier. On perd, à partir de ce moment-là, tout lien, il faut bien avoir ça en tête, entre l'ENS et finalement l'endroit où vous faites votre thèse. Il n'y a pas de lien entre l'ENS et l'Université de Marseille. L'Université de Marseille ne va pas nous dire de temps en temps, ah oui, votre CDSN, il en est à tel point, le directeur de thèse ne va pas nous renvoyer des rapports ou quoi que ce soit. Il n'y aura plus de lien. Vous aurez un nouvel employeur. Et cet employeur, c'est à lui que vous devez des comptes. D'accord? C'est votre nouvel directeur de thèse, votre laboratoire, c'est à eux. Vous n'avez plus de comptes à rendre au niveau de l'ENS, à partir du moment où vous quittez l'ENS. D'accord? Le rallongement, on en a déjà parlé. L'année de césure entre la première année de l'ENS et la première année de thèse CDSN, non. Les années de césure, ça se fait une fois que la thèse est démarrée. Vous pouvez demander une année de césure une fois que vous avez fait je crois que c'est un minimum d'1 an de thèse. Une fois qu'on a fait 1 an de thèse, on peut demander 6 mois ou 1 an de césure pendant la thèse. Entre deux, non. Entre deux, ça signifie que vous repostulez au CDSN l'année suivante. D'accord? C'est ça qu'il faut considérer. Le cas de co-encadrement que vous avez dit, qu'on ne peut pas déclarer qu'un seul officiellement et qu'on doit rajouter l'autre dans les documents. Est-ce que le choix de l'encadrant qu'on déclare a un impact? Oui, c'est possible. Alors, c'est pas... Il y a une équipe d'encadrement. Nous, on vous demande un directeur de thèse. Le directeur de thèse, c'est la personne qui va prendre la responsabilité de vous prendre en thèse. Il va signer, en fait. Hein. Ce qui fait une équipe d'encadrement, ce n'est pas forcément que le directeur de thèse. Ça peut être un co-encadrement, c'est un ensemble. Donc, bien sûr, dans l'appréciation du sujet, dans l'appréciation de votre dossier, bah, c'est cet ensemble d'encadrement qui va compter. Ce n'est pas forcément que le directeur de thèse. Donc, l'ensemble compte, je dirais. Hein. Peut-on transmettre plusieurs lettres de recommandation? Si vous voulez, on en demande une minimale, mais vous pouvez en mettre plus, hein, bien entendu. Une candidature CDSN peut être réalisée une année après avoir terminé le diplôme de ENS. Non. Là encore, vous terminez le diplôme ENS, d'accord? Vous réalisez, voilà. Et si vous voulez si vous voulez prendre 1 an pour faire autre chose, bah, faudra recandidater au CDSN l'année suivante. Hein, ça, c'est une chose importante. Hein. Vous avez jusqu'à 2 ans. C'est-à-dire que vous pouvez quitter l'ENS pendant 2 ans et continuer à repostuler sur les CDSN. C'est possible. D'accord? On vous donne cette possibilité-là. Bonsoir. Est-il possible de demander un CDSN pour financer une thèse qui se fera en parallèle d'un poste d'agrégé préparateur? Alors, le poste d'agrégé préparateur est financé.
c'est-à-dire qu'un agrégé préparateur, un GPR, a un financement. Et donc, on peut faire une thèse pendant le poste d'AGPR. Un poste d'AGPR, c'est de 3 à 6 ans, je crois. Et donc, vous avez même jusqu'à 6 ans pour pouvoir… alors, un poste d'AGPR, ça signifie que vous avez 192 heures d'enseignement à faire. Hein, donc, ce n'est pas négligeable. Donc, votre thèse, nécessairement, elle va avancer avec un certain rythme qui sera lié. Donc, voilà. Donc, le poste d'AGPR est le financement de thèse, si vous voulez. Est-il possible de demander un CDSN pour financer une thèse hors labo de métropole? Ah, bien sûr. Bien sûr, ça peut être, bien sûr… alors, je n'ai pas d'exemple en tête de situation de ce type-là, mais ça peut être dans les dom-tom, dans les départements outre-mer. Je pense que oui, c'est tout à fait envisageable. Hein, il n'y a pas de problème par rapport à ça. J'ai une question… Excusez-moi. J'ai une question. Avec un cours d'ACDN, est-on obligé de donner des cours? Quel est le montant de la bourse CDSN? Alors, non, on n'est pas obligé de donner des cours. Bien clair, ça. Vous pouvez faire 100% de votre temps sur votre doctorat. Les cours, ça vous permet d'avoir une rémunération supplémentaire. C'est ça qu'il faut imaginer. En particulier dans le cadre d'une mission enseignement. Donc, il y a plusieurs possibilités. Les missions enseignement et également les vacations. Donc, il y a une chose importante, par contre, à retenir, c'est qu'à partir du moment où vous voulez valider votre agrégation, donc je parle aux agrégés, environ la moitié d'entre vous, des CDSN, sont agrégés. Donc, pour les agrégés qui voudraient valider leur année de stage pendant leur doctorat, ils le peuvent. Okay, sinon, c'est après le doctorat. Hein. Vous pouvez, effectivement, donc c'est à ce moment-là que c'est recommandé, évidemment, de faire de l'enseignement pendant le doctorat. C'est recommandé, si vous voulez valider votre agrégation pendant ces années-là. Ça signifie qu'il faudra faire un minimum de 128 heures d'enseignement pendant les 3 ans. D'accord? En fait, généralement, une mission enseignement, c'est 64 heures. Donc, en faisant 2 ans de mission enseignement, on valide l'agrégation. D'accord? Donc, ce n'est pas obligatoire, hein, encore, je le répète, mais c'est recommandé. Et puis, pour votre expérience personnelle, pour aussi votre métier plus tard, hein, sachez que pour pouvoir aussi prétendre à des postes de maître de conférence, des choses comme ça, il faut avoir une expérience d'enseignement. Donc, il est important de le préparer dès maintenant et donc d'avoir en tête quand même de réaliser de l'enseignement pendant votre doctorat. Pas forcément la première année, hein, ça peut se faire la deuxième, troisième année, mais voilà, ayez quand même ça en tête. Alors, effectivement, quand vous dites qu'il y a 10-12% de contrats attribués aux étudiants normaliens, est-ce que c'est parce qu'ils sont moins nombreux parmi les demandeurs? Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est la première raison. Hein, voilà, après, on ne regarde pas du tout, faut bien être clair. C'est le résultat, ça. Ce n'est pas un critère. Il faut bien être clair, ce n'est pas un critère. Donc, c'est le résultat, et c'est juste le résultat de la sélection hein, qui se fait sur les dossiers, sur le parcours académique. Voilà, donc voilà, nous on constate ça. L'année précédente, je crois, en 2022, il y en a eu beaucoup plus. Il y a dû y avoir une vingtaine d'étudiants normaliens. Vous voyez, donc on peut avoir des choses, enfin une vingtaine, autour de 20, ouais, je ne sais plus exactement. Mais voilà, disons que ce n'est pas un critère, c'est juste une observation. Vous avez évoqué des contraintes de distribution citoyenne au niveau UPS, Île-de-France. Dans la pratique, est-ce qu'il y a une contrainte au niveau du nombre de CDSN par labo? Non. Il n'y a pas de contrainte. Par exemple, un gros laboratoire, enfin, voilà, il y a des petits laboratoires, il y a des gros laboratoires. Un très gros laboratoire qui présenterait plusieurs CDSN, on ne trouve pas forcément quelque chose d'anormal par rapport à ça. Donc, c'est plutôt une question d'évaluer, vous voyez, alors c'est assez subjectif, hein, mais d'évaluer une quantité de CDSN par rapport à un laboratoire. Donc, on sait qu'il y a des gros laboratoires qui vont demander plusieurs CDSN, on le sait déjà d'avance, donc c'est quelque chose qui est relativement connu. Hein. Donc, non, c'est pas… voilà. Si on peut apprécier le fait qu'il y en ait trop, par exemple, c'est arrivé sur certaines années où on demande à un laboratoire de faire un classement. Pour pouvoir nous aider aussi à faire cette sélection. Donc, voilà. Dans la pratique, c'est pas qu'il y a une contrainte, c'est qu'on essaie quand même d'évaluer par rapport à la taille du laboratoire. Peut-on avoir des CDSN si le directeur de thèse n'a pas encore son HDR et prévoit de l'avoir durant la thèse? Alors, non. C'est-à-dire que pour pouvoir déposer le CDSN, le dossier au 1er mars,
au 1er mars, il faut donc que ce soit déposé par un HDR. D'accord? Alors, ce qui se passe, ce qui peut arriver, c'est que vous voyez, c'est qu'il y a un co-encadrant qui soit proche de passer l'HDR. Et à ce moment-là, pendant la thèse, ça arrive que le co-encadrant passe son HDR et devienne, pendant la thèse, directeur de thèse. Donc, il y a un transfert qui peut se faire. Donc là encore, c'est une discussion à avoir avec la personne qui éventuellement va passer l'HDR pour voir si dans l'équipe d'encadrement, il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre la responsabilité de la direction de thèse. Allez, le temps que la personne qui peut passer l'HDR la passe. D'accord? Donc, il y a une discussion à avoir nécessairement dans ces situations particulières. Mais pour le dépôt, il est indispensable qu'on ait quelqu'un qui s'engage et qui soit HDR. C'est pour une question, là encore, on aura aussi le directeur de thèse qui va valider. L'école doctorale ne peut pas valider, vous voyez, un sujet qui serait porté par quelqu'un qui n'est pas HDR. Ne peut pas valider. Peut-on faire une candidature par personne ou une candidature par école doctorale qui pourrait... Je ne comprends pas cette question. Bonjour, on peut faire une candidature par personne ou une candidature par école doctorale qui pourrait inclure notre projet. Il y a une seule candidature CDSN. D'accord? Une seule. Il n'y en a pas deux, pas trois, il n'y en a qu'une. Donc, il faut déposer la candidature CDSN que vous présentez. D'accord? Vous pouvez avoir différentes discussions entre-temps, d'ici mars, différents sujets, faites avancer différentes discussions, mais à la fin, il faudra en choisir un et en déposer un seul. Est-il possible, bonjour, merci, est-il possible de candidater pour une bourse CDSN après avoir fini son cursus à l'ENS? Il y a un délai maximum. Donc, j'ai répondu, c'est 2 ans. Hein. C'est 2 ans, donc ça peut correspondre à votre situation. Bien sûr, après, on a oublié de vous parler d'un point de détail. Donc, puisque là, tu viens de parler de bourse. Il ne s'agit plus de bourse, il s'agit de contrat de travail depuis un certain nombre d'années, au moins une quarantaine d'années en France. Et dans un souci de valorisation du doctorat en France, il a été décidé d'augmenter la rémunération. Donc, en 2023, on est à 2044 € bruts par mois. On passe à 2100 en 24, en 2200 en 25 et 2300 en 26. L'augmentation, visiblement, va s'arrêter à 2003 en tous les cas pour l'instant. Donc ça, c'est le brut après charge patronale, employeur. Oui. Chaque année, c'est revalorisé. Oui. Quelle que soit l'année, les gens qui ont commencé en 23 vont être augmentés en 24, 25 et 26. Voilà, donc ça fait référence d'ailleurs à une question autour de ça. Il y a une question en ligne. Alors, je vais essayer de les reprendre. Oui, les diapos seront en ligne. Alors, actuellement, sur le site Internet, il y a les diapos de l'année dernière. D'accord? Donc, on va les remplacer par ces diapos-là. OK? Sur le site Internet. Donc, elles seront en ligne, effectivement. Est-ce que le directeur de thèse doit avoir son HDR pendant toute la thèse? Départ à la retraite. Alors, le départ à la retraite est déjà prévu, c'est-à-dire qu'il est possible qu'il y ait un départ à la retraite. Alors, soit il y a un vrai départ à la retraite. Et dans ces conditions, la personne il doit y avoir un nouveau directeur de thèse, parce que si la personne décide de partir, la personne peut demander un éméritat, ce qu'on appelle, c'est souvent ce que font les chercheurs quand ils atteignent un certain âge. Alors, il y a une limite d'âge de 67 ans, mais en dessous de 67 ans, quelqu'un peut être, par exemple, en éméritat, et donc il peut continuer à encadrer la thèse. Donc, c'est possible d'encadrer la thèse jusqu'à la soutenance. À partir du moment où une thèse a démarré dans la situation où un HDR était éligible. Au niveau des financements, donc, par rapport à la revalorisation, donc, Philippe en a parlé, cette revalorisation est suivie, bien entendu. Alors, on a une revalorisation sur 3 ans, les 3 ans à venir, donc elle est programmée, bien entendu, dans le reversement qui sera fait au niveau des établissements. Est-ce que l'année spécifique de parcours est un critère? L'ARP ou l'agrégation sont-elles des éléments favorables?
C'est pas un critère, c'est la qualité globale du dossier. Donc, ce que vous avez fait, c'est pas trop le fait de faire une ARP ou l'agrégation qui va compter. C'est comment les choses sont passées et la cohérence entre finalement votre parcours, là encore, et votre sujet de thèse. C'est ça qui sera apprécié par le rapporteur. C'est les cohérences plutôt que le fait de choix. Les années spécifiques de parcours, vous avez le choix. Donc, vous le faites. Il n'y aura pas une année spécifique de parcours mieux que l'autre. Il n'y a pas de ça. Donc, les vacations, on en a parlé, oui, en plus de la thèse, oui, c'est possible de faire des vacations. Je vous ai dit, il y a deux manières de faire l'enseignement. Les vacations, qui sont moins bien payées, il faut le dire, hein, que la mission enseignement, qui est mieux payée. Donc, moi, j'incite, évidemment, je vous incite tous à demander, il y a des dates, il faut toujours regarder ça, les missions enseignement, hein, faut postuler sur des missions enseignement, donc généralement, c'est organisé au niveau des universités. Et à ce moment-là, voilà, vous vous placez en situation qui est en même situation favorable. La solution de vacation est possible, bien entendu. Peut-on recandidater un CDSN? Oui, on peut recandidater un CDSN. Si une année on a été refusé, on peut recandidater l'année suivante. Alors, les co-tutelles, on en a déjà parlé des co-tutelles. Les co-tutelles, c'est particulier. À partir du moment où il y a co-tutelle, une vraie co-tutelle, double diplôme, on demande à ce que le partenaire international cofinance. Il cofinance finalement votre thèse. Il n'y a pas de raison que le partenaire international ne cofinance pas votre thèse. On n'est pas là pour financer des thèses à l'étranger. D'accord? Parce que la co-tutelle, c'est 12 mois minimum à l'étranger. Donc ça, c'est une règle. Après, vous avez la possibilité de faire pendant votre CDSN ce qu'on va appeler les, euh, les labels européens, par exemple, et de passer 3 mois à l'étranger. À partir du moment où c'est 3 mois à l'étranger ou 6 mois à l'étranger, c'est déjà arrivé jusqu'à 6 mois, où finalement le CDSN peut servir de financement total. On n'a pas besoin forcément d'un cofinancement. Oui. Oui. Bah, disons que, là encore, c'est quelque chose que vous allez expliquer dans votre dossier. Donc, c'est un montage. Il faudra l'expliquer dans votre dossier comment vous comptez faire. Ce n'est pas vous qui le faites, hein, c'est votre directeur de thèse. Hein. Lui, il sait faire ça. D'accord? Il va vous aider à expliquer les choses. Donc, faut effectivement que les choses soient pensées avant et que ce cofinancement, on ne demande pas une attestation de cofinancement. Vous ne l'aurez pas facilement, pas pour le 1er mars. D'accord? Mais il faut au moins un engagement de ce côté-là. D'accord? Est-ce que vous favorisez les thèses pour lesquelles il y a peu d'alternatives de financement autres que le CDSN? Alors, on favorise, c'est difficile à dire. Disons que non, on essaie vraiment d'avoir un critère Enfin, il y a il y a plusieurs critères. Le critère géographique, le principal critère, c'est quand même le critère de la qualité. La qualité, qu'elle soit dans différents domaines de l'ENS. Donc, pas plus sciences fondamentales qu'autres. Donc, on n'a pas forcément cette vision de favoriser. On sait aussi, on prend en compte bien naturellement les candidatures. C'est-à-dire, par exemple, des DER qui auraient beaucoup de candidatures, on va essayer nécessairement de trouver une sorte d'équilibre entre les différentes disciplines de l'école. Mais c'est un équilibre en termes de nombre, si vous voulez, pas en termes dans l'idée de favoriser telle ou telle discipline. La stage pédagogique d'agrég, oui, parce qu'il faut un contrat doctoral, en fait, pour pouvoir. Alors, le CEA commence à faire des contrats doctoraux. Donc, je sais que c'est quelque chose qui est en évolution. Hein. Donc là, on rentre vraiment dans du détail. Hein. Mais il faut vraiment, là, pour le coup, les CDSN, c'est une situation où là, vous êtes éligible à la validation de l'agrégation. D'accord? Là, on parle. Alors, il y a un point aussi, c'est qu'on parlera du doctorat. Il y aura un webinaire, j'espère qu'il marchera mieux, le 27 novembre, pendant la semaine des carrières normaliennes. Donc, je vous invite à assister à ce webinaire qui sera plus général hein, sur l'ensemble des doctorats. Donc, on pourra parler des financements autres à ce moment-là.
Donc, on a une question sur l'université ou aussi être le CEA. Donc, le CEA est éligible à partir du moment où il est lié à l'université. Donc, il faut que ce soit un laboratoire du CEA qui soit lié à l'université. Par exemple, effectivement, une UMR. Parce que l'employeur ne peut pas être le CEA. L'employeur sera nécessairement l'université qui sera associée au CEA concerné. On a différents CEA, hein, vous voyez, il y a différents lieux partout en France. Il faut qu'il y ait un lien fort avec l'université pour que le CDSN puisse être fait dans un laboratoire de ce type. Une lettre de recommandation, elle peut être en français, en anglais, peu importe. Il n'y a pas de langue privilégiée. De la co-tutelle, on en a déjà parlé. Non. Le diplôme, le premier jury a lieu courant mai. Il n'y a pas de second jury, hein. Le jury a lieu courant mai. OK? Donc, courant mai, vous êtes un grand nombre à ne pas avoir une situation, vous êtes à pas encore avoir validé vos diplômes ENS. Ce qu'on ne vous demande pas, c'est de l'avoir validé. Ce qu'on vous demande, c'est d'être en situation de le valider. D'accord? Donc, voilà. C'est-à-dire d'être, par exemple, vous êtes en M2R, bah, vous avez votre M2R à valider, bien entendu. Voilà. Donc, le M2R, parfois, il est validé seulement en septembre, octobre, ça arrive. On ne va pas attendre septembre, octobre avant de vous donner une réponse sur votre CDSN. Ce n'est pas possible. L'engagement décennal, doit-on prendre un poste directement après la fin de thèse? Alors, un poste. J'ai du mal à bien voir. Il faudra qu'on reparle d'engagement décennal. Il y aura un webinaire engagement décennal. Je ne sais plus quel jour. Ce sera pendant la semaine des carrières indiennes, hein. Vous serez informé de ça. Donc, on parlera de ça à ce moment-là. L'abandon de thèse, c'est-à-dire, on peut abandonner sa thèse. Dans ces cas-là, on démissionne. Et enfin, j'ai du mal à bien voir les choses. C'est comme si vous démissionnez de n'importe quoi. Vous mettez fin à votre contrat de travail. Voilà. Alors, vous restez. Ce qui est important, c'est que l'engagement décennal se poursuit, bien entendu. C'est-à-dire qu'il faut avoir, bien entendu, un poste en fonction publique. Je vais aller à la fin. Si la thèse n'est pas achevée, ah oui, ça c'est une grande différence par rapport au contrat, effectivement, au salaire d'un normalien élève, c'est que le CDSN n'est pas à rembourser, hein. Vous rentrez dans un autre type de contrat de travail, hein. Vous n'êtes plus payé pour votre formation à l'ENS, vous êtes payé pour votre doctorat. Donc il n'y a pas si vous démissionnez de votre thèse, vous n'aurez pas à rembourser les années de votre thèse. D'accord? Est-ce qu'il y a un oral où on doit présenter notre projet comme pour les concours ED? Non. C'est-à-dire que là, on va uniquement se baser sur les dossiers. Ce serait trop compliqué, trop complexe à organiser de faire un oral. Donc, certaines écoles doctorales font un oral et on va servir de l'oral qu'elles réalisent et de leur classement pour pouvoir, nous, réaliser un interclassement. Mais par contre, nous-mêmes, au niveau de l'ENS, on ne pratique pas d'évaluation orale. Alors, si, bien sûr, il peut y avoir des passerelles, là encore, comment dire, on peut évaluer différents cas particuliers. S'il y a des passerelles longues, effectivement, de type, on a déjà eu cette situation, des passerelles longues avec médecine, par exemple, oui, dans ces conditions, à partir du moment où il y a une justification du délai, on prend en compte, évidemment, la candidature. Il ne faut pas vous inquiéter de ça. Très bien. Bonjour, qu'en est-il de Labo a obtenu un CDSN d'une autre ENS en termes de critères d'attribution? Non, on ne croise pas les fichiers. Donc, on ne prend pas en compte le fait qu'il y ait eu un CDSN d'une autre ENS. Ce n'est pas pris en compte. Peut-on recandidater? On l'a déjà eu. Bon, c'est bien, je crois qu'on est au bout. Alors, oui, là, il est important. On a demandé, souvent les écoles doctorales s'organisent pour des oraux qui n'ont pas forcément lieu dans les dates qui sont cohérentes avec le dépôt de dossier. On vous demande le 1er mars, vous voyez. Donc, on demande aux écoles doctorales de nous fournir l'attestation. On leur donne jusqu'au 30 avril pour fournir, mais ça, vous aurez ce message-là en temps utile.
Donc, les écoles doctorales auront jusqu'au 30 avril pour fournir leur avis. Donc, ça leur laisse le temps de s'organiser pour pouvoir faire les auditions ou faire le classement. D'accord? Donc, le document, vous voyez, signé par l'école doctorale, soit il est signé directement parce que l'école doctorale a évalué votre dossier très bien et ne fait pas d'oral, soit l'école doctorale demande un délai, et dans ces conditions, on l'accorde jusqu'au 30 avril, pardon. Les CDSN sont distribués au DER en fonction de la taille du DER. C'est pas proportionnel, d'accord? On ne calcule pas comme ça. C'est avant tout la qualité des dossiers. Le fait est que les DER présentent de très bons dossiers, tous. Et que donc, nous, on a effectivement un choix qui est parfois compliqué, et chaque DER a un choix compliqué. C'est quelque chose de complexe. Vous voyez, ce qui va intervenir, c'est à beaucoup de critères. Le critère géographique va intervenir, le critère de qualité, le laboratoire, et effectivement le nombre présenté par le DER, parce qu'on a envie qu'il y ait un équilibre dans nos différents départements. Équilibre ne veut pas dire une proportionnalité exacte. Donc, on se retrouve avec des différences. Ça peut arriver une année qu'un DER est 100%, 100% de reçus. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé, parfois 50%. OK? Donc, il n'y a pas de règle. On essaie, effectivement, autant faire se peut d'avoir cette cohérence et cet équilibre. Mais voilà, on ne va pas non plus en fonction des. C'est avant tout la qualité du projet qui va intervenir. Le montant de la bourse CDSN, alors revenez sur les choses légales. Là, on pourra. Là, vous allez sur les sites ministériels, vous allez retrouver ça. Moi, je crois que c'est 2044 euros bruts. 2100, 2200. Voilà, euros bruts en 2023. Il va y avoir revalorisation, vous voyez, sur les 3 années, 2100, etc. Donc, vous pouvez retrouver ça facilement. Hein. M2R cette année, comment fait-on pour transmettre les notes de M2 avant mars, sachant que, voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est que va falloir nous donner des informations. Alors, donc, si vous avez, généralement, vous avez quand même accès à des notes du premier semestre. Pas les notes, les notes au 1er mars, vous pouvez avoir les notes du premier semestre. C'est ce qu'on vous demande. Si vous ne les avez pas, vous ne les avez pas. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de compléter votre dossier, donc de les transmettre à partir du moment où vous les aurez. OK? Donc, voilà ce qui va se passer. Donc, après, c'est des discussions qu'on a personne à personne. Il y a des dossiers, il y a des bonnes raisons pour lesquelles il vous manque une pièce, par exemple. Bon, à ce moment-là, vous l'indiquez et on fait en sorte que cette pièce arrive au bon moment. Bon, on va s'arrêter là, si vous voulez. Je pense qu'il est déjà tard. Et très bien. Donc, n'hésitez pas à envoyer. Vous voyez, vous avez l'adresse doctorat, je ne sais plus où elle figure. Voilà, doctorat@ENS Paris-Saclay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer vos questions sur cette adresse-là. Et donc, on vous y répondra. OK? Je vous remercie beaucoup. Passez une bonne soirée. Au revoir.